Angus MacLean, produit par Galine Sussman. Avant qu'on accueille toute l'équipe, je voudrais faire un petit rappel concernant les réseaux sociaux. Il y a un embargo total sur le film jusqu'au 9 juin. Donc, merci de ne pas donner votre sentiment sur le film avant cette date. Pour la critique, elle peut avoir lieu à partir du 14 juin, mais évidemment, libre à vous d'évoquer les talents que vous allez rencontrer dans quelques secondes, et puis de raconter toute cette aventure. On va accueillir, si vous voulez bien, d'abord les demoiselles. Alors, sa voix, elle est reconnaissable entre toutes. Elle nous fait rire sur scène, au cinéma, qu'elle joue les grands-mères indignes ou les productrices de films de super-héros. Chantal là-dessous en jette, pas étonnant. Une rebelle force de l'ordre. Chantal, je vais vous indiquer, votre siège, ça sera ici. Merci. Bienvenue Chantal là-dessous. Merci. Vous allez nous parler de ce personnage de rebelle allergique aux forces de l'ordre, Avec et plaisir. néanmoins très ingénieuse. Autre membre de la ZAP Patrouille, alors une jeune femme bien de son temps, elle a déjà traversé bien des mondes, celui de l'Algérie des années 90, de la haute couture et du cinéaste Wes Anderson. La voici ranger de l'espace en herbe, mesdames et messieurs, Lina Coudry. Lina, je vous invite à vous installer ici. Alors, à leur côté, un voyageur du petit au grand écran, du cinéma anglo-saxon à Sudamos Guita. Il a été homme d'affaires, truand, médecin légiste. Le voici lui aussi membre de la ZAP Patrouille, mesdames et messieurs, Thomas Sisley. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors il est en ce moment aussi... Ici Thomas, ouais. Bravo, pardon. Il est en ce moment au cinéma, un homme au bord de la crise d'honneur devant la caméra d'Audrey Dana. C'est surtout et aussi un chanteur, un imitateur, un comédien qui peut tout faire avec sa voix. Même l'a prêté un très joli chat, Miaou. Il sera bientôt en tournée avec son nouveau spectacle, Michael Grigoriou, l'Odyssée de la voix. Michael, bienvenue parmi nous. Enfin, je ne vous présente pas cette tête brûlée ou héros romantique, flic amateur de vin sur une moto ou dans un sous-marin. Il sera bientôt mousquetaire, il prête sa voix à Buzz l'éclair, mesdames et messieurs, François Civil. Bien entouré. Comment ça va? Vous êtes bien? Vous êtes bien installés? Alors, on a tous ici, je pense, un attachement de spectateur à la saga Toy Story et à Buzz l'éclair, qui a fait sa première apparition en 1995. Vous étiez tous bien mutiaux. Chantal, vous étiez même pas née. J'étais très petite. Et alors, c'est vrai que pendant des années, on a pensé tous que Buzz l'éclair était un jouet qui était l'effigie d'un célèbre personnage qui avait dû vivre des aventures dans un film. Mais enfin voilà, on n'en savait pas plus. Et donc aujourd'hui, on nous raconte qui est ce fameux Buzz l'éclair. Non, ce n'est pas un jouet, c'est bien un véritable rangeur de l'espace qui a vécu des aventures formidables. Comment est-ce que chacun vous vous êtes retrouvé dans l'aventure? François, comment ça se passe? On vous appelle, on vous dit, est-ce que tu voudrais faire la voix de Buzz l'éclair? On m'appelle et on me dit je dois parler là-dedans ou sinon si? Oui. C'est mieux pour que tout le monde puisse bien entendre. J'ai vu un pouce levé, on me dit oui en régie. On m'a dit est-ce que ça te dirait de passer le casting pour faire la voix de Buzz l'éclair? Et évidemment j'étais ultra excité parce que je suis fan de Toy Story, du personnage de Buzz dans Toy Story, de Pixar, de tous les films qui nous ont gentiment donné depuis tant d'années. Et en même temps très intrigué de savoir quel allait être le pitch parce que c'était très secret, ça allait encore un peu, mais du coup je suis allé passer les essais où j'en savais pas beaucoup. Ça a fonctionné et c'est ensuite en arrivant le premier jour de l'enregistrement qu'on m'a expliqué qu'en fait j'allais jouer, faire la voix du Buzz qui a inspiré le jouet, qu'en fait on prenait la tangente assez radicalement par rapport à l'univers de Toy Story, parce que là c'est vraiment un film d'exploration spatiale, un film d'espace quoi vraiment. Et c'est la première fois que Pixar s'attaque à... Enfin, dans Wall-E, il y en avait un petit peu, mais là, c'est vraiment plus dans un truc d'action, d'aventure, exactement. Space opéra, exactement. Space opéra. À fond. Et non, j'étais comme un gamin, en fait, de découvrir tout ça. Alors, pour certains d'entre vous, c'est une première fois, hein. Une première voix. Chantal, Lina... C'est la première fois. François. Oui, je rêvais de faire un doublage comme ça de dessin animé. Et Boilem m'a appelé mon agent. Et on m'a proposé de faire les essais aussi, je suis ravie. Je me suis beaucoup amusée et je trouve ça très très agréable. Michael, Thomer, c'est pas votre première fois, je ne m'abuse, en doublage de film d'animation. Non, j'avais déjà participé à Kung Fu Panda. C'est quel genre d'exercice et comment on appréhende son personnage? Alors vous en plus, c'est un chat.
Moi j'adore Un robot de compagnie. j'adore le doublage, ça fait quelques années. C'est vrai que à chaque fois, en gros, c'est vrai qu'on sait pas trop à l'avance, donc on découvre, on monte des scènes, le directeur de plateau vous raconte un petit peu le personnage, son histoire, et puis on se lance. C'est vrai que par rapport à un tournage classique, on va travailler le personnage en amont, et on a les textes en amont, etc. etc. Là, on découvre tout sur place. Et Tomer, par exemple, on peut se référer à la voix originale. Je vous pose la question notamment à vous, parce que dans la version originale, c'est un sacré acteur et surtout réalisateur, Taika Waititi, qui est, pour ceux qui le connaissent, très haut en couleur. On s'y réfère, il faut complètement l'oublier, il ne faut même pas écouter la voix originale. Non, il faut l'écouter. Il faut l'écouter parce que ça donne quand même une note. Après, le fait de faire une version française, ça oblige à l'adapter. Déjà, rien qu'en traduisant les phrases en français, c'est pas la même musique, c'est pas les mêmes intonations aux mêmes endroits, les accents toniques, on les met pas. Donc, on peut pas vraiment se contenter de copier ce qui a été fait parce que ça ne. Et puis ça marcherait pas en fait, ça ne marche pas. Donc il faut essayer de se réapproprier le personnage. Et en fait, on travaille avec énormément de contraintes. C'est beaucoup plus contraignant que quand on fait notre métier sur un plateau de tournage. Parce que là, non seulement on a le texte, mais on a aussi le timing du texte. On sait qu'on doit démarrer exactement à cet endroit-là, et il faut que ça colle au labial, et il faut que ça se termine exactement à cet endroit-là. Et donc c'est assez contraignant, mais à l'intérieur de cette contrainte-là, l'idée c'est d'essayer de trouver une certaine liberté pour pouvoir s'amuser, prendre du plaisir et créer une nouvelle version. Je crois, j'ai cru entendre par les gens qui ont vu la version anglo-saxonne et la version française qu'il y a quand même pas mal de petites différences. Oui, parce que, et puis il faut traduire l'humour différemment, Ouais. Il y a plein de choses qui changent. Lina, vous avez vécu comment cette expérience assez particulière? On parle souvent, même dans le cinéma traditionnel, de la qualité des seconds rôles, à quel point ils sont importants. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours marqué chez Pixar. C'est vraiment ce qu'on appelle, les personnages secondaires, ils ont une espèce de saveur incroyable. Quel plaisir c'est? Et est-ce qu'on le travaille presque comme un personnage normal? Pas vraiment comme un personnage normal, parce que comme tu disais, on n'a pas de scénario en amont, on n'a pas tous les outils, il n'y a pas de construction de personnage, si je peux le dire comme ça vulgairement, mais pour moi c'était hyper amusant finalement. C'est vrai que ce que dit Tomer sur toutes les contraintes qu'on a, du coup ça met un cadre, et moi j'ai trouvé aussi une certaine liberté dans les expressions du visage, où clairement on ne pourrait pas faire ça au cinéma. Là, je me suis sentie hyper libre dans mon corps, de pouvoir sauter, de pouvoir faire des grimaces. Je me suis beaucoup amusée. Ouais. Alors, j'ai évidemment plein de questions, mais la salle doit en avoir plein aussi. Alors, si vous avez une question, n'hésitez pas à vous faire connaître, et Greg va vous donner le micro. Merci. François, vous avez dit que vous adoriez Buzz l'éclair, mais vous n'avez pas dit pourquoi. Qu'est-ce que vous aimiez dans ce personnage-là? Exact, bien vu. J'adore Toy Story de manière générale, et je trouve que l'idée donc le Buzz l'éclair, le jouet, l'idée d'avoir un jouet qui a l'impression qu'il est réel et qui n'a pas conscience qu'il a un jouet au milieu d'autres jouets, je trouve le concept fou. Et évidemment, quand son monde s'écroule et qu'il comprend que son laser en fait c'est une lumière et qu'il n'est pas capable de voler, c'était magnifique d'assister à tout ça. Et aussi, j'adore ce personnage parce que je suis fan de Richard Darbois qui fait la voix de Buzz le jouet. Depuis toujours, en fait, il avait fait la voix de Batman, le dessin animé des années 90 que je regardais tout le temps. Il a fait la voix du génie dans Aladdin. Enfin, moi, c'est vraiment un comédien spécialisé en doublage que j'admire énormément. Donc voilà pour ces choses-là. Il a ses qualités à lui, les qualités de Buzz. Ah, les qualités de Buzz, du coup, de ce film-là? Oui. Ouais. Là, son histoire, c'est qu'en fait, il commet une erreur au début du film qu'il a envie de réparer. Donc il a quelque chose de l'envie de se dépasser, l'envie de bien faire. Il est extrêmement courageux, il est très loyal. Et il y a une sorte de parcours initiatique où il a l'impression qu'il peut tout assurer tout seul. Et en fait, en rencontrant la Zapatrouille qui m'entoure aujourd'hui, il se rend compte qu'il y a beaucoup de force dans le collectif et dans l'union. Et ça, je trouve ça super comme valeur à défendre.
Bonjour, Maxime Chaud du site jouactu.com. J'ai une question pour François. Dans le film, j'ai trouvé, justement tu parlais de Richard Darbois, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une certaine sonorité dans ta voix qui ressemblait à celle de Richard, Yes. en plus jeune. Et est-ce que du coup, C'est bon ça. est-ce que t'as fait justement cette imitation? Tu voulais être le plus proche justement de sa voix ou alors il fallait... J'ai pas essayé de... Pardon, Oui, non, bien sûr. Ok. J'ai pas essayé d'imiter du tout, mais par contre, le personnage du jouet Buzz l'éclair est tellement iconique et le travail qu'avait fait Richard Darbois nous a tellement tous marqué que je pouvais pas... et c'est assez loin en fait de ce que fait Chris Evans qui fait la version à la VO, donc il fallait à la fois que je respecte la création de Chris Evans et que je sois dans son flow et dans ce qu'il a fait du personnage. En même temps, il fallait que j'ai en tête un peu la voix de Richard Darbois parce que ça pouvait pas être complètement à l'opposé, donc j'ai revu les films et il y a certaines intonations, certains trucs très précis, des répliques même qui se répondent entre le jouet et le vrai personnage où on a vraiment insisté pour trouver quelque chose qui soit un peu un entre tout ça. Et après il était question que je me l'approprie, donc que j'amène de moi-même aussi là-dedans et qu'on en fasse un nouveau Buzz parce que le personnage est différent du jouet, donc j'avais quand même une marge de liberté. Mais oui, il y avait tout ce truc-là qui était un peu, je dirais, un peu compliqué à trouver au début parce que, comme mes amis l'ont dit juste avant, on arrive à l'enregistrement sans avoir eu le temps de préparer parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Et c'est un peu vertigineux, mais en même temps, il y a beaucoup de plaisir à s'abandonner dans le jeu simplement et de vivre l'aventure chronologiquement par rapport au film. Ça, c'est assez enivrant quoi, pour un acteur. Donc voilà, c'était très long cette réponse. Oui, non, c'est très bien. Mais parce que clairement. Pleine de détails. Voilà. Est-ce que je peux enchaîner peut-être? Allez-y, je vous en prie. Parce que clairement, je pense que c'est toi qui avais le rôle le plus difficile parce que tu succèdes à Richard Darbois qui est quand même une voix assez iconique. Oui, mais après, on est quand même dans l'idée que c'est absolument pas le même personnage ni le même principe. Absolument, On est là, on est avec un être humain, entre guillemets, et non pas un Oui, jouet. surtout plus jeune, et j'ai trouvé effectivement qu'il y avait, c'était super réussi, et cette ressemblance avec Richard qui est vraiment assez fascinante en fait. Et en même temps, c'est trop plaisir. vous avez une voix très mature dans le film. Moi, vraiment, j'ai pas reconnu votre voix du tout. Beaucoup de miel, beaucoup de tisane le matin. Voilà. C'est vrai ça, ouais, un peu, ouais. En fait, non, le miel, c'est surtout parce qu'il y a quand même pas mal de scènes d'action dans le film. Et moi, j'ai pas la technique pour le faire, pour faire semblant ou de faire des effets. S'économiser. Ouais, pour m'économiser, genre j'ai pas du tout cette technique-là, donc on y allait full on avec Lina, on criait comme des... Parce que j'ai eu la chance de travailler avec Lina dans le même studio, mais c'est vrai que... Oui, sinon ça peut être un travail très solitaire en fait. Ouais, exactement. On passait les uns après les autres. Et je pense que comme on est novices tous les deux, ils nous ont mis ensemble. Ah mais toi aussi Chantal, t'aurais pu être avec nous? Non, je pouvais pas être avec vous. Ah non, tu l'as fait plus tôt, ouais. J'ai fait la première. Mais c'était génial d'entendre de l'avoir, c'était... Ah mais non, c'est vrai. Chantal, votre voix elle est tellement exceptionnelle que vous n'avez pas du tout besoin de la modifier en fait. Vous avez délivré votre texte tel que vous êtes. Je suis rentrée dans le personnage, je me suis sentie bien avec ce personnage. Je dois être un petit peu demande cette pourquoi. femme, ouais. Le personnage de Chantal a été écrit pour elle. Ah ouais. C'est génial. Ouais, et donc vous l'avez aimé tout de suite. Oui, Vous l'avez comprise tout de suite. j'ai tout de suite compris la façon dont elle se tient, la façon dont elle court, etc. J'ai dit oui, je suis rentrée dedans. C'est la première fois, j'ai adoré faire ça. J'ai une très bonne surprise aujourd'hui parce que je pensais que François Civil, c'est-à-dire que le personnage dans Buzz, l'éclair était laid, était vilain. Parce que je ne connaissais pas son nom, j'avais pas mis la... Je connais physiquement, j'ai déjà vu. Non, mais Vous l'avez repéré. C'était lui, Buzz l'éclair, j'étais agréablement surpris. Merci Chantal. Une autre question? Bonjour, je viens de la part du site Disney. J'ai juste une question. Combien de temps avez-vous mis pour enregistrer vos différents rôles respectifs? Et vous avez dit que vous avez enregistré certaines scènes ensemble. C'était tout ensemble ou parfois? François et moi, on a fait tout. Non, il y a eu quelques scènes que tu as fait tout seul et moi aussi. Mais sinon, oui, sur la majorité des scènes, on les a faites ensemble. D'ailleurs, des fois, il attendait que je fasse des scènes toute seule. Et puis, on était tous les deux. Ça a duré une semaine, enfin 5-6 jours pour tous les deux. Et vous, 2 jours, plus des petits raccords après, puisque j'étais toute seule, et puis ça, quelquefois, il fallait faire des raccords avec vous. Il y a un temps de préparation, Thomas, avant, je sais pas, il y a des petites Ok. techniques, à part le thé au miel. Ah non. Non. Nous, ça a été particulièrement rapide, parce qu'il m'avait dit j'avais genre tout et pour tout, je sais plus, je crois 15 minutes de dialogue en tout, et je crois qu'on l'a enregistré en 13 minutes. Quelle efficacité. Une autre question?
une question pour Thomas. Est-ce que c'est difficile de jouer l'imbécile du village? Est-ce que vous avez un stylo sur vous? Alors, Un messie du village. Un imbécile. Ah, c'est ça, oui, je me disais. L'idiot du village. non, jouer un l'idiot du village. Il est pas si. C'est C'est un peu nice. c'est pas si idiot, mais je comprends votre question. Et non, au contraire, moi j'adore ça. Voilà, moi, si vous me faites jouer un personnage un peu marrant malgré lui, je trouve ça. Voilà, je suis fan. De la même manière, j'ai toujours été fan de Pierre Richard. Et voilà, je trouve ça touchant et je trouve ça drôle. Non, j'adore ça. Et du coup, j'ai déjà oublié l'autre partie de votre question. Si vous aviez un stylo, c'était... Est-ce que j'ai un stylo sur... Ah oui, non, j'ai pas de... Non, Oh, ça va pas, ça. je n'ai pas de stylo, mais le stylo m'a beaucoup fait rire. Nous aussi. Michael, vous l'avez pris comment ce personnage? Comme un robot, comme un chat? Je sais pas, vous êtes dit quoi sur lui? Même si encore une fois, oui, c'est un vrai personnage. Mais... C'est un peu tout ça à la fois, parce que c'est vrai qu'au début, il y a ce côté très assistant virtuel, robot de compagnie, un peu mécanique, avec un ton comme ça. Puis petit à petit, au fur et à mesure que le film avance, il s'humanise de plus en plus. Il a quand même des émotions. Il fallait essayer de trouver justement le juste milieu entre ce côté robot et quand même lui donner suffisamment d'émotions pour qu'il puisse être attachant, etc. etc. Mais c'est quand même drôle qu'il ait peur d'aller dans l'espace, alors qu'en fait c'est juste un robot. Puis voilà, moi j'ai été tout de suite hyper touché par ce personnage. Vous parliez tout à l'heure, François, des valeurs, le côté travail en équipe, mais chacun, parce que c'est ça aussi, c'est le film d'animation des studios Pixar. Il y a le premier degré, il y a la beauté de l'animation, il y a l'humour, mais ça défend des jolies valeurs et ça envoie des messages, en général, voilà, tout en subtilité. Vous, qu'est-ce qui vous a touché particulièrement? À part à part le côté esprit d'équipe. Ce que j'aime, c'est qu'elle est très bricoleuse quand même. Ah oui, je parlais des valeurs du bricolage. Non, je pensais au film en général. C'est ça le film, Qui c'est est les valeurs valeur. du bricolage. Je pensais au film en général. On est dans le film d'aventure, on est dans le récit initiatique. Mais voilà, qu'est-ce que ça raconte de joli à vos yeux aussi? C'est l'entraide entre nous. Des équipes, on fait rien tout seul en fait. C'est ça qui est ironique, c'est que Ça, vous avez je tous crois. enregistré tout seul un beau film sur l'esprit d'équipe. Et plus généralement, pour vous, c'est quoi qui fait la patte Pixar? Pas mal d'éléments en fait. Plein de choses, effectivement, souvent les différents niveaux de lecture, le fait que tout le monde puisse aller voir, peut s'identifier à un Pixar, peu importe son âge, peu importe peu importe d'où on vient, il y a une espèce d'universalité dans le langage Pixar, et celui-ci respecte tout à fait ce code-là, quoi. Aussi bien les enfants vont voir effectivement cette aventure intergalactique, les adultes aussi, mais voilà, il y a les petits messages, il y a aussi ces bourrées de références à plein de films SF. C'est ça Pixar. Lina, qui êtes la Benjamine de l'équipe, vous avez été biberonnée à ces films-là. Oui, j'ai grandi... Est-ce qu'il y en a certains qui comptent particulièrement? Oui, c'est vrai qu'on nous a posé beaucoup la question là aujourd'hui, il y en a en vrai beaucoup. Il y en a beaucoup. J'ai répondu instinctivement tout à l'heure Le Roi Lion et Vice Versa, et qui sont donc que j'ai vu à deux moments très différents de ma vie. Le Roi Lion très très jeune et Vice Versa il n'y a pas si longtemps, et ça me touche, je pense, c'est beaucoup d'émotions. Et c'est vrai, tu dis, il y a plusieurs lectures et ça te connecte à toi, ta personnalité, à ce que tu vis. C'est assez fou de... moi, Vice Versa, j'ai pleuré, quoi. C'est un chef-d'œuvre. Oui, c'est un chef-d'œuvre. J'ai demandé à tout le monde de le regarder parce que c'est une psychanalyse presque. Et voilà, et Le Roi Lion, Le Roi Lion, quoi, j'ai rien à dire. C'est un chef-d'œuvre aussi. Un classique. Mais enfin, il n'y a que des classiques. Il y a d'autres questions? Soyez pas timide, hein, regardez, ils sont gentils, accessibles, proches du micro. Ah, monsieur, peut-être. Et après, à monsieur. Du coup, c'était une question pour Chantal. Je voulais savoir, comme c'était la première fois qu'elle faisait du doublage, est-ce qu'il y a des choses qui étaient compliquées pour elle, comme c'est un exercice qui n'est pas évident, il faut beaucoup d'élocution, il faut beaucoup de concentration.
Qu'est-ce qui était le plus difficile et le plus enivrant? S'arrêter à la barre, en fait. Oui, la fameuse barre. La fameuse barre, la banderie. Ah oui, la banderie. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut s'arrêter, comme j'ai tendance quelquefois à continuer les mots un peu longs comme ça, il fallait que je cours à un moment donné, pour que je m'arrête à la barre. Donc on a souvent dépassé, on en refait. C'était pas comme Thomas en 13 minutes. Alors attendez, j'ai une petite anecdote quand même, parce que moi je suis passé en dernier, après que tous mes collègues aient enregistré leur voix. Et j'ai pas mal de scènes où je dois répondre à Chantal. On m'a souvent disait, il va falloir que tu fasses court parce que Chantal, elle a un peu, voilà, elle s'est un peu étalée. Je dis, bon, c'est pas grave, on va rentrer le truc là-dedans. D'où les 13 minutes. Hein, voilà. Ah, je suis désolée, je ne savais pas ça, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'efforts. Monsieur. Oui, j'ai deux questions. Une première question, qu'est-ce qui vous donne tous autant envie de travailler dans un dessin animé Disney? Parce qu'à chaque fois, pour tout le monde, c'est une espèce de graal, de mythe à atteindre. Et la deuxième question, vous êtes des acteurs, donc on travaille sur le corps, on travaille avec tout. Travailler uniquement sur la voix, est-ce que c'est plus difficile, moins difficile? Et est-ce que ça demande quelque chose de visuel, quelque chose d'autre, un exercice où il faut faire passer le corps dans la voix? On peut donner du mouvement avec la voix, et de toute façon on ne nous voit pas, donc on bouge. Enfin, je ne sais pas vous, mais là effectivement le chat il est peut-être un peu plus statique, donc j'ai peut-être un peu moins bougé que mes camarades, mais on peut donner voix et le mouvement comme ça, mais même parfois sans s'en rendre compte. Ça doit être terrible d'ailleurs d'être filmé en train de doubler. Parce moi que je me souviens, je ne sais pas si ça existe toujours, mais je me souviens qu'en tant que journaliste on reçoit des images de voix en doublage. Peut-être ça se fait plus. Si, ça se fait, me dit l'équipe presse, oui, mais c'est toujours, c'est ce qu'il y a de plus drôle. C'est parce qu'effectivement, vous lâchez tous complètement en général. Enfin, c'est très physique comme exercice. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images, mais les acteurs bougent énormément. Faut pas s'éloigner des micros aussi. Que des contraintes. Merci. Et c'était une question de temps. Oui, il y avait le côté mythique de... Le Graal. Oui, on a un peu répondu sur le respect qu'on a pour les studios Pixar et Disney qui, en fait, n'ont jamais rompu le contrat de confiance avec le public. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un film qui a déçu. Et c'est toujours des films qui allient un fond toujours profond, émouvant, drôle et une forme où ils repoussent les limites de l'animation toujours un peu plus à chaque fois. Donc, en effet, c'est un Graal. Et c'est un Graal, pardon, vas-y. Vas-y. Non, mais c'est aussi, moi je pense, faire plaisir à l'enfant que j'étais et me dire que on a tous joué à faire les voix, on s'est tous amusés dans nos chambres, et là de le faire vraiment, c'est assez, c'est hyper jouissif. Comment ça se passe d'ailleurs? Parce que vous voyez que des bouts de film, vous avez découvert là le film terminé. Ouais. C'est quel sentiment par rapport au fait de se voir comme comédien dans un film normal? Là, on est encore plus spectateur, parce que souvent les acteurs ont du mal à se regarder. Là, le fait d'avoir prêté sa voix et en plus, la plupart du temps, de l'avoir transformé, comment on regarde le film dans son ensemble? Moi, je l'ai vu comme un spectateur. Et ça, c'est hyper agréable parce que bon, j'ai pas beaucoup tourné, j'ai juste un peu tourné et j'ai vraiment du mal à me voir et à m'entendre. Et là, comme je l'avais enregistré il y a un petit moment, puis j'avais pas les voix de mes camarades, donc j'ai vraiment pu être uniquement spectateur. Donc j'ai pris un plaisir énorme à voir le film et à oublier. Voilà. Et à aucun moment j'ai essayé d'éviter. Ah, peut-être que j'aurais dû la faire autrement. Ah, ils ont pris cette version-là, ils ont pris cette phrase-là, etc., etc. Non, j'ai vraiment été uniquement spectateur. Je crois que vous l'avez peut-être pas tous vu terminer. Non, on a vu à la fin de la semaine d'enregistrement avec Lina, on a vu bout par bout plus ou moins tout ce que ça donnait dans son ensemble. Mais pareil, derrière, ils font un choix de prises différentes. Il y a tout le mixage son, donc en fait, et aussi même en termes d'image, les versions sur lesquelles on travaille sont des versions un peu dégradées avec des trucs watermarkés, floqués. Oui, ça veut dire qu'il y a des tas d'inscriptions. Ouais, avec des inscriptions dessus pour pas qu'on puisse pirater le truc. Et donc j'ai pas encore eu la chance de voir le truc en entier, mais c'est vrai que en tant que comédien sur un plateau, moi je déteste aller me voir au combo parce que je sais pas, le rapport à notre propre image et notre voix. Mais là, comme en fait notre voix est prêtée à un visuel qui est pas nous,
l'instant où on arrive à croire nous-mêmes que c'est un autre personnage, ça veut dire que c'est gagné. Et ça peut mettre un peu du temps à venir, mais j'espère que la première fois que je le verrai, je serai pas en train de me dire et ça, à m'entendre. Si j'arrive à me projeter dans le film, c'est que c'est plutôt réussi. Vous avez une attraction particulière, même en tant que spectateur, pour les films les space opéra, comme on disait tout à l'heure. Alors vous qui avez été dans un sous-marin, est-ce que vous êtes prêt pour un tournage, alors si ce n'est dans la station internationale, peut-être pour de faux, et puis Thomer qui est un amateur de sport extrême. Je sais pas, vous n'avez pas des envies d'Interstellar, Made in France Bien sûr, bien sûr, j'adorerais, et puis je remercierai jamais assez Disney, qui est une grosse boîte, qui a les moyens de nous avoir offert le petit entraînement qu'on a tous passé pour... On a besoin d'heures. Voilà. C'était pas simple. Hein. Le prof d'œil. Moi, Non, mais ça fait pas fantasmer un peu sur tiens, je me verrais bien dans tel rôle Gravity. Oui, si, évidemment, bah oui. Non, bah si. Et ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que par exemple, Gravity, à la base, je me disais comment ça allait m'ennuyer. J'étais sûre que ça allait m'ennuyer. Je me disais, c'est pas possible de passer 2 heures de film. Ça va pas le faire. Et finalement, c'est un terrain de jeu immense pour un acteur que de se retrouver dans un vaisseau spatial seul ou à 2 ou à 3 et de jouer 14 000 émotions à la seconde, tellement il se passe des choses, tellement c'est un univers extraordinaire, quoi. Évidemment que je pense que tous on serait partants. Merci à tous en tout cas de nous avoir offert, grâce à vos voix, ce très beau